merci de nous suivre pour cette édition de ce journal. Au sommaire, démarrage des épreuves orales du baccalauréat session 2019. En même temps que les élèves du CEP, les candidats au baccalauréat en Côte d'Ivoire ont entamé hier lundi les compositions pour les oraux. Le point sur le sujet dès le début de ce journal. La maçonnerie et le boom du secteur des BTP en Côte d'Ivoire. Voilà une situation que les Ivoiriens ont l'occasion de constater tous les jours dans les quartiers, notamment sur les chantiers immobiliers. Mais quelles sont vraiment les réalités que vivent les pratiquants de ce métier? Les réponses dans notre dossier entrepreneurial. Et je vous rappelle également notre traditionnel plateau annonceur. Nos partenaires entreprises seront encore là avec nous pour nous parler de leurs produits. Et ce, juste après, vous aurez la CELPED monnaie comme la tombola. On vous l'annonçait dans les titres d'hier, dans notre édition du lundi 1er juillet, les candidats aux épreuves du CEP et du baccalauréat en Côte d'Ivoire étaient lancés dans la course. Pour les primériens, le tout s'est joué en une seule journée, alors que pour les potentiels bacheliers, ce n'était que les oraux en attendant le démarrage des écrits le 8 juillet. Comment se sont déroulées ces épreuves? Le point avec Christian Hago et Mariam Sidibé. À la suite des candidats au BEPC, les élèves de terminale et du CM2 étaient convoqués ce lundi 1er juillet 2019 pour le début des épreuves écrites du CEP et des oraux du baccalauréat en Côte d'Ivoire. Plus de 700 000 candidats, dont 159 000 pour le bac et 552 000 pour le CEP, ont donc investi les salles d'examen, convaincus pour la plupart de la justesse de leurs préparations et de leurs capacités à franchir ces étapes décisives dans leur parcours scolaire et académique. Pour les primériens, l'aventure est d'autant plus excitante qu'ils s'apprêtent pour ceux, en tout cas qui sauront dompter cette épreuve fatidique, à aborder une toute autre phase de leur vie d'écolier, celle de lycéen. Et cela suffit à retrousser les manches. Primériens qui se disent prêts à décrocher le CEP et satisfaits de la première journée. Je me sens bien. Par contre, chez les potentiels futurs bacheliers, l'atmosphère pendant ces oraux est un mélange de peur et d'optimisme qui laisse entrevoir la pression qui pèse sur la plupart des candidats qui croient pourtant bien en leur chance de figurer parmi les admis de cette session 2019. Je suis un peu stressée, mais ça va. Bon, juste un peu stressé, sinon à part ça, tout va bien. Cette année, on peut dire que c'est abordable. Oui, je sens pas fortement à l'aise. Ça se passe très bien, mais je suis un peu stressée, et puis à la peur, tout ça. Globalement, l'état d'esprit est assez rassurant, comme le relèvent les responsables des centres d'examen qui veillent au respect scrupuleux des consignes données par le ministère de l'Éducation nationale, de sorte à garantir la fiabilité des résultats qui sortiront de ces joutes écrites et à la posture des examinateurs. Comeback au Sénégal avec la sortie de la 4e promotion de médecins de l'UFR Santé de l'Université de Thiès. 57 impétrants, dont 30 filles et 27 garçons, ont reçu les diplômes sanctionnant 8 longues années d'études sous le regard admirateur de leur parrain, le professeur Bernard Diop. Outre les Sénégalais, on enregistrait également des étudiants de nationalité camerounaise, togolaise, burkinabé et tchadienne, tous prêts à se mettre à un service de la santé publique. Avant de refermer la page des examens de fin d'année, je vous propose de suivre cet extrait de l'émission Complément de cours présentée par Ariel Toé, dans lequel le professeur Madame Blayoro livre des méthodes efficaces pour aborder les épreuves de français au baccalauréat. On y va. Justement, face à ça, comment est-ce que le candidat peut se comporter face à un sujet de français? Alors, à l'examen, bien sûr. Pendant l'examen, l'examen. Non, il faut garder son calme. Voilà, il faut garder son calme, sa lucidité. Parce que avant, c'est un examen tellement important. Comme je dis, il va arriver un moment où celui qu'on va appeler chômeur, ça sera celui qui aura eu le bac. Parce que le diplôme, il est important. Et les temps changent. Chaque enfant, un peu, il y a le stress qui est là. Qu'on le dise ou pas, chacun gère son stress. D'autres sont plus calmes,
d'autres sont plus bavards. Et quand le sujet arrive, vous voyez cette sensation dans le ventre, c'est comme si on a mal au ventre, qu'on a connu un peu, qu'on a passé le bac, mais l'enfant doit garder son calme et puis lire son sujet. Il faut lire le sujet de façon intégrale, le comprendre. On peut avoir une impression qui apparaît, vous notez, sur le brouillon. Parce que souvent, comme on dit, les premières impressions sont les bonnes. Il faut noter. Si vous laissez, vous avez oublié, peut-être que c'était l'élément catalyseur qui vous permettrait de mieux apprendre le sujet. Voilà. Donc il faut noter ça, mais il faut lire bien le sujet. Avant de se jeter dessus, il faut le lire. Vous voyez des élèves, on distribue les copies, on distribue les sujets tout de suite. Ils pensent à faire les copies et puis ils commencent à rédiger. Bon, est-ce qu'il a déjà vu le sujet quelque part? Est-ce que... Voilà, il faut, comme je dis, relever ses premières impressions, lire beaucoup, relire, et chaque fois noter. Quand je lis, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui me vient à la tête? Il faut noter. Parce que quand on laisse, ça part. Voilà. Ce qu'on écoute, ce à quoi on pense, pas plus vite que véritablement ce qu'on va noter. Voilà, il faut noter, puis s'engager dans le sujet. Il faut éviter aussi de demander à côté, regarder, tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as pu mettre? Ça déstabilise. Voilà, peut-être que toi tu es dans le bon, et puis l'autre qui est en train de s'égarer, et comme c'est l'autre, tu ne le connais même pas souvent. Mais comme c'est l'autre qui a écrit, tout de suite, tu effaces ce que tu as noté et puis tu rapportes sur ta copie pour l'autre. Voilà. Donc, beaucoup de calme, parce que quand on a bien préparé son examen, je pense qu'il n'y a pas de risque. Comme il est de tradition, du 28 au 29 juin s'est tenue à l'Institut des sciences et techniques de la communication la journée scientifique qui avait pour thème ISTC Polytechnique, une grande école publique, une charte des valeurs. L'ISTC a eu l'honneur de recevoir des sommités telles que son Excellence M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale, qui n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux étudiants. Il a également salué et félicité les organisateurs. En effet, cette activité s'est déroulée sous son haut patronage, en son rang de président de l'Assemblée nationale. Nous soulignons aussi la présence du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Tiemoko Touré. Cette journée est l'occasion pour les étudiants en fin de cycle de licence et de master professionnel de présenter leur production et savoir-faire après 3 mois de pratique professionnelle. Une activité réussie, on peut le dire, c'est avec joie que tous les participants se donnent rendez-vous pour une autre journée scientifique. Le nom du système sous-marin de fibre optique que Google s'apprête à lancer à partir de 2021 pour révolutionner la connectivité entre l'Afrique et l'Europe. La particularité de ce système, selon l'opérateur américain, c'est qu'il sera le premier câble sous-marin à intégrer la communication optique au niveau des paires de fibres, plutôt que l'approche traditionnelle de la commutation connectivité pour les entreprises et les particuliers en Afrique, ce qui portera à 47 milliards de dollars le niveau d'investissement de Google sur l'ensemble des 3 dernières années dans le renforcement de ses capacités. Toujours dans l'actualité économique, en Côte d'Ivoire s'est tenu il y a quelques jours un débat de l'orientation budgétaire pour l'année 2020-2022 à l'Assemblée nationale. C'était un long moment d'échange, de concertation et aussi de contradiction. Nous vous proposons un extrait avec l'intervention de M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État. C'est un reportage de Francis Yapi. Dans le cadre de l'amélioration de la gestion des finances publiques, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre d'importantes réformes en matière de gestion budgétaire, notamment l'implémentation de la gestion axée sur les résultats et l'introduction de la pluriannualité à travers le budget programmé. L'année 2020, je le disais tantôt, marquera le début de la mise en œuvre de ce nouveau mode de gestion budgétaire après la transposition dans le droit national des directives communautaires.
Les dispositions de ce nouveau mode de gestion instaurent la tenue d'un débat avec le Parlement sur les principales orientations budgétaires pour les 3 prochaines années. Ces orientations sont présentées dans le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel dénommé DPBEP. Le DPBEP évalue sur 3 ans le niveau global des recettes attendues et des dépenses programmées de l'État. Il couvre également les collectivités décentralisées et les organismes publics, notamment les entreprises publiques, les établissements publics et les organismes de protection sociale. Le DPBEP fixe par ailleurs les objectifs d'équilibre budgétaire et financier sur le moyen terme en application des dispositions du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité de l'UEMOA. Au stade actuel, les données économiques et budgétaires qui y figurent, et vous comprenez aisément pourquoi, sont provisoires et devraient connaître quelques évolutions par la prise en compte des informations nouvelles qui pourraient intervenir dans les mois à venir avant l'adoption du projet de budget 2020. Alors la présentation donc, que nous allons vous faire s'articule autour de 4 principaux points. D'abord, l'évolution économique et financière de notre pays depuis 2016 et les perspectives jusqu'à 2022. La situation financière des entreprises publiques et des collectivités territoriales. En troisième point, la programmation budgétaire 2020-2022. Et enfin, les mesures d'amélioration de la gestion des finances publiques. Concernant l'évolution économique et financière de notre pays entre les années 2016 et jusqu'à 2022, je voudrais d'abord commencer par rappeler un peu le passé avant de dégager les perspectives. Pour la situation économique et financière de 2016 à 2019, il faudra souligner que l'activité économique a enregistré des performances satisfaisantes malgré les chocs importants que notre économie a enregistrés en 2017. Je voudrais à cet égard souligner que le taux de croissance du produit intérieur brut de notre pays est ressorti en moyenne à 7,7% entre 2016 et 2018. En 2019, il devrait se situer à 7,5%. L'inflation en moyenne annuelle a été contenue en dessous du seuil communautaire qui est de 3% sur la période de 2000, qui est de 3%, pardon. Et cette inflation est ressortie à 0,5% en moyenne entre 2016 et 2018. Pour 2019, nous devrions afficher le même taux d'inflation. Quant au solde global de la balance des paiements, qui retrace un peu le solde de nos échanges avec l'extérieur, après les déficits de 53 milliards et de 3,6 milliards que nous avons notés en 2016 et en 2017, ce solde global-là est ressorti excédentaire de 269 milliards en 2018, grâce à une meilleure mobilisation des ressources financières extérieures de l'administration publique. À fin 2019, c'est un solde qui devrait continuer d'être excédentaire, nonobstant le déficit courant qui demeure autour de 4%. En fait, à la vérité, il passerait de 4,7% en 2018 à 4,1% en 2019. Après une première expérience concluante en Égypte, le groupe américain de services de taxi Uber se lance à la conquête du réseau lagunaire de Lagos au Nigeria. Selon l'un des responsables du groupe, Uber Boats devrait contribuer à décongestionner la circulation dans la ville la plus peuplée d'Afrique avec près de 23 millions d'habitants. Prochaine destination dans l'agenda d'Uber, Abidjan et Dakar, où le potentiel navigable est aussi attrayant. C'est une étape supplémentaire qui vient d'être franchie dans les relations commerciales entre la Chine et l'Afrique. Ce samedi 29 juin, au terme de 3 jours de rencontres et d'échanges entre décideurs chinois et africains, dans le cadre de la première exposition économique et commerciale Chine-Afrique qui se déroulait à Changsha, dans la province de Yunnan, en Chine. 84 accords ont été signés pour une valeur globale de 20,8 milliards de dollars. Le volume des échanges entre Pékin et l'Afrique a connu un nouveau boom en
2018 pour passer à 204,2 milliards de dollars. L'actualité, c'est aussi cette annonce du ministère somalien du pétrole. Ce vendredi 28 juin, l'instance gouvernementale a fait état du retour imminent d'opérateurs économiques étrangers dans le secteur des hydrocarbures. 2 entreprises devraient donc relancer très bientôt l'exploitation du pétrole onshore et offshore de la Somalie. En l'occurrence, le néerlandais Royal Dutch Shell et l'américain ExxonMobil, et ce, malgré un climat sécuritaire toujours précaire, marqué notamment par les attaques répétées des milices islamistes Shebabs. Pendant ce temps, la situation est beaucoup plus réluisante chez le voisin éthiopien, où le taux de croissance devrait passer de 7,7% à 9,2% durant l'exercice fiscal 2019-2020. C'est du moins ce qu'a annoncé hier lundi le chef du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed, qui entend poursuivre les efforts engagés depuis sa nomination en avril 2018 dans le sens de la libéralisation économique. Cette performance de l'économie éthiopienne a été confirmée par l'agence de notation Moody's qui relève une conjoncture favorable marquée par la hausse des investissements dans les infrastructures et la revalorisation du PIB qui a progressé de 10%. Cap maintenant sur notre micro-trottoir. L'on entend souvent dans le jargon bancaire parler de AGR, activité génératrice de revenus. Qu'est-ce que les populations savent de ce terme de AGR propre au secteur de la finance? Nous allons avec le micro-trottoir. Je n'ai aucune information sur l'AGR. Voilà, franchement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne connais pas l'AGR, je ne connais pas la signification de l'AGR. AGR, c'est une activité génératrice de revenus. C'est une activité que l'on peut exercer et puis avoir son indépendance financière. Comme ses initiaux l'indiquent, les activités génératrices de revenus sont des activités économiques que des individus conçoivent et mettent en place dans le but de faire du profit. Dans le jargon économique évolué, les activités génératrices de revenus ont plutôt pris une connotation informelle, en faisant référence aux idées d'entrepreneuriat développées par des populations à faible niveau économique. De façon technique, elles diffèrent donc des PME et PMI et nécessitent peu de moyens dans leur faisabilité. Avec une somme modique de 30 000 francs, 50 000 francs, voire même 10 000 francs CFA, il est possible d'envisager la mise en place d'une AGR, pourvu que l'initiateur du projet soit en mesure d'adapter la taille de ses ambitions immédiates aux moyens disponibles que l'activité peut démarrer. Depuis quelques années, ce modèle économique est exploré par les organismes internationaux en charge des questions de développement comme une alternative de plus en plus crédible pour la réduction de la pauvreté. De plus, en encourageant le développement des AGR, les pouvoirs publics s'assurent d'une répartition mieux démocratisée de la richesse, gage d'une augmentation de la consommation qui débouche inéluctablement sur le relèvement d'un niveau d'investissement direct et donc sur une amélioration substantielle des recettes fiscales. Seulement, en dépit des potentialités réelles que représentent les AGR, les structures bancaires demeurent réticentes à financer ces activités, jugées peu fiables en termes de retour d'investissement. Conséquence directe de cette politique à 2 poids, 1 mesure, qui veut qu'on favorise les investissements lourds au détriment des entrepreneurs modestes. La pauvreté ne cesse d'atteindre des niveaux inégalés avec des chiffres toujours aussi alarmants. Selon la Banque mondiale, sur la base des études menées jusqu'en 2015, 41% de la population africaine au sud du Sahara vivait en dessous du seuil de pauvreté. Avec l'entrée en scène des microfinances, dont la principale raison d'existence est d'apporter des solutions en matière de financement à ces investisseurs de faible niveau, des débuts de changements positifs ont commencé à apparaître. Il est clair qu'en s'engageant plus en faveur des AGR, les États peuvent en faire d'un sens plus élevé de responsabilité sociale en accroissant par la même occasion leurs finances publiques.
Nous voilà à présent à notre plateau annonceur. Aujourd'hui, nous recevons Hachetec Abidjan avec M. Dié Abel Paré, coordinateur du centre d'incubation de Hachetec Abidjan. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Sarah. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler avec vous de l'entrepreneuriat. Alors, dites-nous, qu'en est-il de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire? Alors, l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire a beaucoup évolué ces dernières années, dira-t-on. Cependant, nous connaissons une crise face à la fracture sociale et à la difficile recherche de financement des entrepreneurs aujourd'hui. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'un incubateur? Parce que là, vous êtes coordinateur du centre d'incubation de Hachetec. Qu'est-ce qu'un incubateur? L'incubateur est une structure d'accompagnement des entrepreneurs et des projets, dira-t-on, puisque l'entrepreneur aussi est d'abord un porteur d'idées qui veut pouvoir acquérir le statut d'entrepreneur, vu que c'est un statut. Et il faut faire passer aussi l'idée à entreprise fiable et viable. Donc c'est à ça que se consacre aujourd'hui l'incubateur. Aussi, il faut dire qu'en Afrique, l'incubateur est aussi un organe d'incitation, vu que les entrepreneurs, c'est rare. Donc dans les écoles comme Hachetec, c'est un organe d'incitation qui permet de révéler des profils d'entrepreneurs. D'accord. Donc, dites-nous, pourquoi avoir principalement créé un incubateur au sein de Hachetec? Okay. En début, je disais qu'il y avait une véritable fracture sociale. Effectivement, elle se ressent aussi chez les diplômés de Hachetec Abidjan, vu qu'il est difficile d'insérer tout le monde. On ne peut pas insérer 100% des diplômés en emploi. Donc, il fallait amener ces étudiants-là à se découvrir un profil entrepreneur et ensuite à créer des entreprises. C'est ce à quoi nous nous sommes consacrés durant ces 3 dernières années, vu que l'incubateur a été lancé réellement le 1er janvier 2016. D'accord. Vous avez dit 3 dernières années. Quel bilan établissez-vous? En termes de bilan, nous ne disons pas mitigé, vu qu'un incubateur n'a pas pour but de faire sortir 100% des entreprises ou des idées qui entrent. Mais l'essentiel, c'est de faire sortir un maximum d'entreprises fiables et viables et qui vont durer au moins la carence, c'est-à-dire 5 ans, et continuer dans le temps pour se pérenniser. D'accord. Monsieur Dié Abel Paré, vous avez dit en général l'entrepreneuriat connaît des difficultés et un frein. Alors, principalement à Hachetec, quelles sont vos difficultés? Qu'est-ce que vous rencontrez au quotidien? Les difficultés sont de 2 ordres. En premier, l'ordre sociologique. Il faut dire qu'un parent, en mettant son enfant à l'école aujourd'hui, se dit « va à l'école, trouve un emploi et un bon salaire, c'est ce qu'on recherche ». Et cette mentalité-là finit par grandir avec l'enfant, ce qui crée un blocage qu'il faut lever avant de commencer à travailler sur le profil d'entrepreneur. Donc c'est essentiellement la difficulté d'ordre sociologique que nous avons connue ici. Sinon, il y a d'autres difficultés. Et le second ordre est celui des finances, vu que créer une entreprise ne nécessite pas de financement, mais développer l'entreprise nécessite de gros moyens. Donc il fallait trouver des moyens pour pouvoir financer ces entrepreneurs-là qui étaient en phase de croissance. D'accord. L'incubateur Hachetec Abidjan existe maintenant depuis 3 ans. Vous avez eu des difficultés. Maintenant, j'ai bien envie de vous demander quelles sont vos perspectives. En termes de perspectives, c'est de réussir à créer réellement un pôle de profil entrepreneur, d'étudiants entrepreneurs pour les étudiants Hachetec. Il faut dire que le statut d'étudiant entrepreneur, il existe pour que dès son intégration au sein de l'école, l'étudiant commence à se développer une vie d'entrepreneur, un environnement d'entrepreneur, pour qu'en sortie, en fin de cycle, il puisse réellement être entrepreneur, avoir son entreprise, employer des gens et développer, sinon réduire la fracture sociale en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, je rappelle que vous êtes Monsieur Dié Abel Paré, coordinateur du centre d'incubation de Hachetec Abidjan. Merci d'avoir accepté d'être sur notre plateau aujourd'hui et nous voulons votre mot de fin. Okay, merci bien Sarah. Alors, pour une télévision en démarrage, je dirais aussi une petite entreprise, 2FTV, je lui souhaite le meilleur, particulièrement vu qu'elle s'est décidée à sensibiliser et à sensibiliser essentiellement
la jeunesse et les personnes en quête d'informations en termes d'économie, de finance et d'entrepreneuriat. Bonne chance à vous et encore bon boulot. Merci beaucoup à M. Diabel Paris et merci beaucoup à HETEC Abidjan. Merci. Alors, nous faisons maintenant cap sur notre dossier entrepreneuriat pour parler spécifiquement du secteur de la maçonnerie en Côte d'Ivoire. Voilà une activité qui concentre une forte main-d'œuvre essentiellement masculine et figure même au rang des emplois saisonniers les plus évocateurs. Mais quelles sont réellement les réalités de ce secteur, surtout pour ces jeunes gens qui s'y adonnent dans un cadre tout à fait informel? Reportage. La vie est dure, on entend souvent dire à Abidjan. Et pourtant, dans ce marasme socio-économique, certains jeunes trouvent le moyen de ne pas céder à la facilité en se rendant utiles dans leur environnement social. Avec le boom du BTP ces dernières années en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan, où les chantiers immobiliers se multiplient dans presque tous les quartiers, ils sont de plus en plus nombreux. Ces jeunes gens qui ont compris que la maçonnerie est une débouchée judicieuse à partir de laquelle il est possible de subvenir normalement à ses besoins, du moins à minima, en tenant une position honorable sur le plan social. Nous voilà dans le quartier de Cocody-Angré, au nord d'Abidjan. Sur ce chantier, travaillent quelques dizaines de maçons et aides-maçons à un rythme effréné. Objectif, finir le chantier dans un délai donné. La tâche est donc rude, mais pour l'incitation financière, ça vaut le coup, même s'il faut y investir des quantités incalculables d'énergie. Au fait, Manawa là, c'est pas mal. Comme on est ici, c'est problème de travail. Donc, pour gagner travail aussi, c'est difficile. Donc, on vient pour trouver les patrons, les chefs ici. Pour travailler, on nous donne 3500 par jour. Au fait, ça nous arrange. Donc, le métier aussi, on aime ça. C'est pour ça que nous, on vient, on fait le maçon. Le principe de ce métier est de vivre au gré des chantiers. À Abidjan, ce métier a fini par être victime de son succès. Édifié par la profitabilité du secteur dont jouissent ceux qui y travaillent déjà, beaucoup de jeunes désœuvrés ont décidé de s'y lancer. Une sorte de panacée pour se faire quelques sous dans un contexte où la pauvreté devient une véritable carie dans la société ivoirienne. Résultat de cette ruée, une offre surabondante pour la demande de main-d'œuvre et moins d'activité pour la plupart des acteurs du secteur. Les chantiers se font donc rares pour certains et surtout avec l'irruption sur le marché d'apprentis maçons, communément appelé Manawa, qui rasent les chantiers dans l'espoir de se voir confier une tâche en échange d'une rémunération modeste. Moi, de départ, j'aime le métier. Ouais, le métier, en tout cas, c'est dur, mais on fait avec. Parce que là, bon, il n'y a pas de sous-métier. Hein. Ouais, on ne pas de son métier. Tout ce qu'on fait, ça nous nourrit demain. C'est comme ça. Mais ça va, vous arrivez à vous défendre? Ouais, on arrive à se défendre avec ça. Oui, bien sûr. On nourrit la famille. En tout cas, c'est pas facile, mais on se défend avec ça. Bon, en tout cas, la maçonnerie, j'ai trouvé que ça me plaît. Puis là, je me suis lancé dedans pour pouvoir nourrir ma famille. Dans ces secteurs, tout est une question d'activisme. Réussir dans la maçonnerie à Abidjan, c'est faire preuve de curiosité et d'acuité sociale pour être au fait de la plupart des chantiers en démarrage et avoir la chance d'y trouver une place. Alors, comme pour coutume, après notre dossier entrepreneuriat, nous allons maintenant pour la tombola Selped Money. C'est parti. Alors, bien avant d'apporter la joie dans les cœurs des gagnants, nous allons maintenant suivre cette capsule. Désormais, pour tous vos transferts d'argent, choisissez Selped Money. C'est la solution la plus simple et la plus avantageuse. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça marche avec tous les réseaux et en plus, c'est moins cher. Vous pouvez le vérifier vous-même par les grilles tarifaires. Avec Selped Money, votre argent sera payé quel que soit le montant et l'heure, grâce aux milliers d'agents agréés qui sont partout et les agents Selped Finance
qui sont dans les principales grandes villes de la Côte d'Ivoire. Vous voulez bénéficier de ces avantages? C'est simple. Installez rapidement l'application CellPay Money sur votre téléphone via Play Store ou App Store. Rendez-vous chez l'agent agréé ou dans une agence CellPay pour créer et recharger votre compte et envoyer de l'argent à qui vous voulez partout en Côte d'Ivoire, quel que soit son réseau. Ce n'est pas tout. Vous pouvez même gagner beaucoup d'argent grâce à la tombola CellPay Money. Ah oui, pour cela, gardez soigneusement le code tombola de la carte prépayée CellPay Money qui a permis de recharger votre compte ou votre numéro de transaction. Téléchargez gratuitement sur votre téléphone l'application de la Web TV 2EF TV sur Play Store ou App Store pour suivre le tirage au sort qui se fait chaque soir à 19 h sur cette télé. Votre numéro peut être tiré au sort et vous pouvez gagner gros. CellPay Money, c'est moins cher et ça marche avec tous les réseaux. Pour effectuer tous vos transferts d'argent, rendez-vous chez l'agent agréé CellPay ou dans l'agence CellPay la plus proche. Contact 22 41 55 85 ou la liste des agences et agents agréés sur www.cellpayfinance.com. Eh bien, c'est maintenant l'heure, après avoir rappelé le principe du jeu, nous allons maintenant au tirage. Le tirage, ça tourne, ça tourne. Je rappelle que c'est un tirage au sort qui tourne avec un suspense. Suspense. Confirmation. Alors, le vainqueur de la tombola du 7e mois 2019 nous vient de la localité de Touba avec pour code tombola 33 97 61 55 99 35 64. J'avoue que c'est un sacré code. Je répète, le vainqueur de la tombola du 2 juillet 2019 nous vient de la localité de Touba avec pour code tombola 33 97 71 55 99 35 79. Merci et c'est tout pour la tombola CellPay Money de ce jour. Avant de terminer ce journal, nous vous proposons un aperçu des taux de conversion du franc CFA, zone Afrique de l'Ouest, sur le marché des devises. C'est parti. Eh bien, c'est tout pour le journal d'information de ce jour. Retenez bien, informer, c'est former. Et c'est également notre but de 2EF TV de vous former. Alors, continuez de nous suivre sur www.2EFTV.com ou téléchargez simplement notre application sur Google Play Store ou App Store. Merci et à bientôt pour une édition du journal. Bonsoir chez vous.